L'hiver 1879 n'avait montré aucune pitié pour la famille Mercier, isolée dans les vastes étendues enneigées du Nord. Jean et Marie se tenaient en silence devant la petite fosse creusée derrière leur ferme. Le monticule de terre fraîche marquait l'endroit où ils venaient d'ensevelir leur fille de 7 ans, Élisabeth. La pneumonie l'avait emportée brutalement, bien trop vite pour que le médecin du village voisin puisse arriver à temps à travers les congères. Marie serrait le bras de son mari, ses larmes gelant sur ses joues balayées par un vent glacial. Leur maison, jadis résonnante des rires d'une enfant, ne renvoyait plus que l'écho du vide. « Nous devrions rentrer, » murmura Jean, la voix éraillée par le chagrin. « La tempête arrive. » Marie hocha la tête, mais ses pieds semblaient enracinés dans le sol gelé. « Je ne peux pas la laisser seule ici, Jean. »« Elle n'est pas seule, » répondit-il en levant les yeux vers le ciel immense et gris. « Et nous viendrons la voir chaque jour. » Ce soir-là, alors que la tempête promise hurlait autour de la ferme, Marie restait assise près de l'âtre, le regard fixé sur la chaise vide d'Élisabeth. Jean s'était retiré dans son atelier, où il s'efforçait de sculpter une petite croix en bois pour la tombe. « Je ne sais pas comment continuer, » chuchota Marie pour elle-même. « Quel but avons-nous désormais ?» Des coups soudains et violents contre la porte les firent sursauter tous les deux. Jean sortit précipitamment de l'atelier, saisissant son fusil par précaution. « Qui pourrait être dehors par un temps pareil ?» demanda Marie en se levant. Jean s'approcha de la porte avec méfiance. « Qui est là ?» lança-t-il. Aucune réponse ne vint. Seulement un autre coup, plus faible cette fois. Jean échangea un regard inquiet avec Marie avant d'entr'ouvrir lentement le battant, l'arme prête à servir. Mais aucune menace ne l'attendait. Il n'y avait qu'un petit paquet enveloppé dans des couvertures usées, posé sur le porche enneigé. Jean abaissa son fusil alors que Marie se précipitait devant lui. « Jean !» souffla-t-elle. Elle écarta le bord de la couverture pour révéler le visage d'une petite fille aux traits autochtones, âgée d'à peine 5 ans, inconsciente et brûlante de fièvre. Sans la moindre hésitation, l'instinct maternel balayant sa propre douleur, Marie prit l'enfant dans ses bras et la porta à l'intérieur. « C'est une enfant des tribus du Nord », observa Jean en reconnaissant les motifs distinctifs sur les vêtements de la fillette. « Que fait-elle ici, seule ?» Marie allongeait déjà l'enfant sur leur lit conjugal. « Peu importe pour l'instant, elle est malade, Jean, comme l'était Élisabeth. » Une détermination farouche traversa le visage de Marie. « Nous ne perdrons pas une autre enfant, pas aujourd'hui. » Toute la nuit, ils luttèrent sans relâche pour faire tomber la fièvre. Marie la baignait d'eau fraîche tandis que Jean bravait la tempête à cheval pour aller chercher des remèdes auprès d'une vieille guérisseuse qui vivait à quelques lieues de là. La vieille femme lui avait donné un mélange d'herbes et des instructions précises, ses yeux plissés semblant lire la détresse sur le visage de Jean. « L'enfant est venu à vous pour une raison, » lui avait-elle dit. « Les esprits ont leur voix. » Au petit matin, la fièvre de la fillette tomba enfin. Alors que l'aube peignait le ciel de teintes pâles, ses yeux s'ouvrirent, des yeux sombres et intelligents qui observèrent Marie avec une curiosité épuisée. « Bonjour, petite, » dit doucement Marie. « Tu es en sécurité maintenant. » La fille ne dit rien, se contentant de fixer Marie de son regard grave. « As-tu un nom ? Me comprends-tu » demanda Marie. L'enfant garda le silence. Jean apparut dans l'encadrement de la porte, le visage marqué par l'épuisement. « Comment va-t-elle » ? « Mieux, répondit Marie, mais elle ne parle pas. Je ne pense pas qu'elle comprenne notre langue. » Jean s'approcha lentement et s'agenouilla près du lit. « Nous devons découvrir d'où elle vient. Quelqu'un doit la chercher. » Les bras de Marie se resserrèrent protecteurs autour de la petite forme. « Et si personne ne la cherche ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux, lourde de conséquences qu'aucun des deux n'était prêt à verbaliser. L'après-midi même, Jean se rendit au village pour parler au prévôt. Il revint l'air sombre. « On raconte que des groupes autochtones se déplacent vers le nord, fuyant les nouvelles restrictions, » expliqua-t-il à Marie. Mais personne n'a signalé d'enfants disparus. Le prévôt dit qu'il est impossible de savoir à quel clan elle appartient, ni s'ils sont encore en vie. Marie était assise près du feu, la fillette à ses côtés. Elle lui montrait comment enfiler des perles, l'une des activités préférées d'Élisabeth. « Qu'a-t-il dit que nous devrions faire ?» demanda Marie, bien que son expression suggérât qu'elle connaissait déjà sa propre réponse. Jean hésita.
Il a suggéré de l'emmener au pensionnat religieux de Sainte-Hélène. Les mains de Marie se figèrent. Ces endroits, ils arrachent à ces enfants tout ce qu'ils sont, Jean. Leur langue, leurs croyances et même leur nom. Je sais, dit doucement Jean. Je lui ai dit que nous la garderions jusqu'à ce que quelqu'un vienne la réclamer. Un silence retomba, brisé seulement par le cliquetis doux des perles alors que la petite fille continuait son ouvrage. Ses petites mains imitaient maintenant les mouvements de Marie avec une dextérité surprenante. « Elle a besoin d'un nom, dit finalement Marie. Juste pour l'instant, jusqu'à ce que nous connaissions le sien. » Jean observa la fillette, le visage sérieux et concentré. « Pourquoi pas Espérance ?» suggéra-t-il. « Cela semble approprié. » Marie sourit, son premier vrai sourire depuis la mort d'Élisabeth. « Espérance », répéta-t-elle. Quelque chose dans sa voix fit lever la tête à l'enfant. « Tu aimes ça, Espérance ?» L'enfant ne répondit pas, mais lorsque Marie lui montra comment enfiler une autre perle et lui tendit le fil, Espérance le prit avec précaution. Leurs doigts s'effleurèrent brièvement, et à cet instant, quelque chose d'indicible passa entre elles, le début d'une confiance. Cette nuit-là, après qu'Espérance se fut endormie dans le lit d'Élisabeth, Jean trouva Marie debout à la fenêtre, contemplant le paysage éclairé par la lune. « Faisons-nous ce qu'il faut, Jean ?» demanda-t-elle sans se retourner. Il vint se placer à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « Je ne sais pas, répondit-il honnêtement, mais cela semble juste. » Marie s'appuya contre lui. Élisabeth aurait aimé avoir une sœur. Dehors, le vent était tombé et la nuit était étrangement calme, comme si le monde retenait son souffle, attendant de voir ce qu'il adviendrait de ce couple en deuil et de l'enfant silencieuse apparue sur leur seuil, telle une réponse à une prière inexprimée. Le printemps arriva tôt cette année-là, dégelant la terre et ramenant la vie à la ferme des Merciers. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée d'Espérance, et la fillette, autrefois si silencieuse, suivait maintenant Marie partout, apprenant les mots français avec une rapidité remarquable. « Fleur » dit Espérance un matin en pointant les premiers crocus qui perçaient le sol près de la tombe d'Élisabeth. « C'est exact » sourit Marie en s'agenouillant près d'elle. « Ce sont des crocus, les premières fleurs du printemps. » Espérance répéta soigneusement le nouveau mot, puis posa un petit caillou qu'elle avait ramassé sur le marqueur de la tombe. C'était un rituel qu'elle avait commencé sans qu'on le lui demande, ajoutant une jolie pierre ou une plume à la sépulture à chaque visite. Marie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle n'avait jamais parlé d'Élisabeth à Espérance, et pourtant, l'enfant semblait comprendre instinctivement l'importance de ce lieu. « Marie !» appela la voix de Jean depuis la grange. « Des cavaliers arrivent !» Marie se leva précipitamment, le cœur battant, et prit la main d'Espérance. Les visiteurs étaient rares, et ceux qui arrivaient à l'improviste annonçaient souvent des ennuis, surtout pour une famille blanche hébergeant une enfant autochtone. « Rentre à la maison, Espérance », ordonna-t-elle. Mais la fillette s'accrocha à sa jupe, soudainement apeurée. 3 hommes à cheval approchaient de la maison. Marie reconnut le prévôt, chevauchant aux côtés de 2 soldats en uniforme bleu sombre. Jean Mercier, salua le prévôt en mettant pied à terre. « Madame Mercier. »« Prévôt Davis, » répondit Jean en se plaçant de manière protectrice près de Marie et d'Espérance. « Qu'est-ce qui vous amène par ici avec l'armée ?» L'un des soldats, un lieutenant à en juger par ses insignes, s'avança. « Nous traquons un groupe de fugitifs qui s'est échappé de la réserve il y a 6 mois. Les renseignements suggèrent qu'ils se sont dirigés vers le nord. » Ses yeux tombèrent sur Espérance, qui se recroquevillait contre les jupes de Marie. « Je vois que vous les avez déjà rencontrés. Elle a été laissée à notre porte pendant la tempête de janvier, » expliqua Jean, à moitié morte de fièvre. Aucun signe de qui l'a amenée. Le lieutenant étudia Espérance avec un intérêt clinique, dénué d'empathie. Il ne pouvait probablement pas s'occuper d'une enfant malade pendant leur fuite. Une décision pragmatique. Marie ressentit une montée de colère protectrice face à cette évaluation glaciale. « Elle a un nom, dit-elle fermement. Nous l'appelons Espérance. »« Madame, dit le lieutenant avec une politesse rigide, cet enfant a sa place avec son peuple dans une réserve ou dans un pensionnat approprié où elle pourra être civilisée. » La posture de Jean changea subtilement, son langage corporel devenant plus assertif. « Avec tout le respect que je vous dois, lieutenant, cet enfant est sous notre garde jusqu'à ce que sa famille soit retrouvée. Sa vraie famille, pas n'importe qui de la même tribu. » L'expression du lieutenant se durcit. « Monsieur Mercier,
Héberger une enfant indienne sans autorisation officielle pourrait être perçu comme une interférence avec les affaires du gouvernement. Le prévôt Davis s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Voyons, lieutenant Cooper, les Merciers sont de bonnes gens. Ils n'ont fait que montrer une charité chrétienne envers une enfant abandonnée. La charité chrétienne consisterait à s'assurer qu'elle reçoive l'éducation et la formation appropriées à sa condition, rétorqua le lieutenant. Espérance, sentant la tension, se pressa davantage contre Marie, qui posa une main protectrice sur l'épaule de la fillette. « Elle apprend le français, déclara Marie. Elle aide aux corvées. Elle est heureuse ici. » Le second soldat, resté silencieux jusqu'alors, prit la parole. « Lieutenant, nous n'avons aucun ordre concernant les enfants déplacés. Notre mission est de localiser le groupe de fugitifs. » Le lieutenant Cooper sembla réticent à laisser tomber l'affaire, mais finit par hocher la tête sèchement. « Très bien, mais je ferai rapport de cette situation aux affaires indiennes. Ils auront peut-être des instructions différentes. » Après le départ des hommes, Jean et Marie s'assirent à leur table de cuisine. Espérance jouait calmement dans un coin avec une poupée que Jean avait sculptée pour elle. « Ils reviendront, » dit Jean doucement, « ou quelqu'un d'autre viendra. » Marie saisit sa main. « Nous ne pouvons pas les laisser la prendre, Jean. Tu as vu ce que font ces écoles et ces réserves ?» Elle secoua la tête, incapable de continuer. Jean pressa ses doigts. « J'ai réfléchi. Mon frère Jacques et sa femme se sont installés dans les territoires de l'Ouest l'année dernière. Ils écrivent que c'est une bonne terre, loin des conflits des réserves. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent. « Tu veux dire partir? Quitter notre maison? Et Élisabeth ?» Sa voix se brisa. Le regard de Jean dériva vers la fenêtre, d'où l'on apercevait la tombe d'Élisabeth sur la petite colline. « Je sais, dit-il doucement, mais elle sera toujours avec nous, Marie, et elle voudrait que nous protégions Espérance. » Son regard froid se posa sur Espérance, qui se recroquevillait contre les jupes de Marie. « Je vois que vous les avez déjà rencontrées. Elle a été laissée à notre porte pendant la tempête de janvier, expliqua Jean d'une voix égale, à moitié morte de fièvre. Aucun signe de qui l'a amenée. » Le lieutenant étudia Espérance avec un intérêt clinique, dénué de toute humanité. Ils ne pouvaient probablement pas s'encombrer d'une enfant malade pendant leur fuite. Une décision pragmatique. Marie ressentit une montée de colère protectrice face à cette évaluation glaciale. « Elle a un nom, dit-elle fermement. Nous l'appelons Espérance. »« Madame, dit le lieutenant avec une politesse rigide, cet enfant a sa place avec son peuple dans une réserve ou dans un pensionnat approprié où elle pourra être civilisée. » La posture de Jean changea subtilement, son corps se tendant, devenant plus imposant. « Avec tout le respect que je vous dois, lieutenant, cet enfant est sous notre garde jusqu'à ce que sa famille soit retrouvée. Sa vraie famille, pas n'importe qui de la même tribu. » L'expression du lieutenant se durcit, ses yeux se plissant. « Monsieur Mercier, héberger une enfant indigène sans autorisation officielle pourrait être perçu comme une interférence avec les affaires du gouvernement. » Le prévôt Davis s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise au milieu de cette confrontation. « Voyons, lieutenant Durand, les Merciers sont de bonnes gens. Ils n'ont fait que montrer une charité chrétienne envers une enfant abandonnée. La charité chrétienne consisterait à s'assurer qu'elle reçoive l'éducation et la formation appropriées à sa condition, rétorqua le lieutenant. Espérance, sentant la tension palpable, se pressa davantage contre Marie, qui posa une main protectrice sur l'épaule de la fillette. « Elle apprend le français, déclara Marie. Elle aide aux corvées. Elle est heureuse ici. » Le second soldat, resté silencieux jusqu'alors, prit la parole. « Lieutenant, nous n'avons aucun ordre concernant les enfants déplacés. Notre mission est de localiser le groupe de fugitifs. » Le lieutenant Durand sembla réticent à laisser tomber l'affaire, sa mâchoire se contractant. Mais il finit par hocher la tête sèchement. « Très bien, mais je ferai rapport de cette situation aux affaires indiennes. Ils auront peut-être des instructions différentes. » Après le départ des cavaliers, le silence retomba lourdement sur la ferme. Jean et Marie s'assirent à leur table de cuisine, tandis qu'Espérance jouait calmement dans un coin avec une poupée de bois que Jean avait sculptée pour elle. « Ils reviendront, dit Jean doucement, ou quelqu'un d'autre viendra. » Marie saisit sa main par-dessus la table rugueuse. « Nous ne pouvons pas les laisser la prendre, Jean. Tu as vu ce que font ces écoles et ces réserves? Ils brisent les âmes. » Elle secoua la tête, la gorge nouée, incapable de continuer.
Jean pressa ses doigts dans les siens. J'ai réfléchi. Mon frère Jacques et sa femme se sont installés dans les terres de l'Ouest l'année dernière. Ils écrivent que c'est une bonne terre, loin des conflits et de l'administration coloniale. Les yeux de Marie s'écarquillèrent de stupeur. Tu veux dire partir? Quitter notre maison? Et Élisabeth? Sa voix se brisa sur le nom de sa fille. Le regard de Jean dériva vers la fenêtre, d'où l'on apercevait la petite croix sur la colline. Je sais, dit-il doucement, mais elle sera toujours avec nous, Marie. Et je crois qu'elle voudrait que nous protégions Espérance. Cette nuit-là, après qu'Espérance se fut endormie, Marie se rendit seule sur la tombe d'Élisabeth. La lune était pleine, projetant une lumière d'argent suffisant à éclairer la petite croix de bois, désormais patinée par les tempêtes de l'hiver. « Que dois-je faire, ma douce enfant ?» murmura Marie en s'agenouillant sur le sol froid. « Est-ce mal de te laisser ici, ou est-ce mal de risquer de perdre Espérance ?» La nuit restait silencieuse, à l'exception du ululement lointain d'une chouette. Marie ferma les yeux, sentant la terre fraîche sous ses paumes, et, d'une manière inexplicable, dans cet instant de calme absolu, elle trouva sa réponse. Lorsqu'elle retourna à la maison, Jean l'attendait. « Nous devons nous préparer, » dit simplement Marie. « Si nous partons pour l'Ouest, nous devons le faire avant que ces soldats ne reviennent. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Jean vendit le bétail qu'il ne pouvait emmener, tandis que Marie emballait l'essentiel. Espérance observait avec ses grands yeux curieux, aidant à sa petite manière, semblant comprendre qu'un grand changement approchait. Lors de leur dernière soirée dans la maison, Marie emmena Espérance sur la tombe d'Élisabeth une dernière fois. Elles plantèrent des graines de fleurs sauvages autour du monticule. « Elles fleuriront chaque année, » expliqua Marie, la voix épaisse d'émotion. « Et bien que nous ne soyons pas là pour les voir, elles tiendront compagnie à Élisabeth. » Espérance hocha la tête solennellement, puis déposa son trésor le plus précieux, une plume de jais bleu qu'elle avait trouvée quelques semaines plus tôt. « Élisabeth, dit-elle clairement. » C'était la première fois qu'elle prononçait ce nom. Marie prit une brusque inspiration, puis rassembla Espérance dans ses bras, la serrant fort alors que les larmes coulaient librement sur ses joues. « Oui, chuchota-t-elle, pour Élisabeth. » À l'aube, ils chargèrent le chariot et jetèrent un dernier regard à la ferme qui avait été leur foyer. Jean se tenait droit aux côtés de Marie, son bras autour de ses épaules, alors qu'il fixait la petite tombe sur la colline. « Adieu, mon enfant, » murmura Marie. « Nous te portons dans nos cœurs, » ajouta Jean, la voix rauque. Alors qu'il se tournait pour partir, Espérance glissa sa petite main dans celle de Marie. La fillette leva les yeux vers elle, puis vers Jean, son regard sombre, empli d'une compréhension bien au-delà de son âge. « Famille, » dit-elle clairement. Marie et Jean échangèrent un regard au-dessus de la tête d'Espérance, un regard de chagrin partagé, de but commun et d'un nouvel espoir. « Oui, » approuva Jean en les aidant toutes deux à monter sur le siège du chariot. « Famille. » Alors que l'attelage s'ébranlait, prenant la direction de l'ouest vers un avenir incertain, Marie sentit une étrange paix l'envahir. Ils laissaient une enfant derrière eux, mais en emmenaient une autre vers la sécurité et la liberté. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée, mais c'était peut-être la vie qu'ils devaient avoir. Le voyage vers les terres de l'Ouest s'avéra plus long et plus ardu qu'ils ne l'avaient anticipé. L'été était à son apogée lorsque leur chariot traversa la frontière des territoires sauvages, rejoignant un petit convoi de 3 autres familles faisant route vers le même horizon. Espérance, qui parlait maintenant français en phrases complètes, était devenue une présence lumineuse dans leur vie. Sa résilience naturelle les aidait à traverser les journées difficiles sur la piste. « L'eau baisse », annonça Jean un soir alors qu'ils établissaient le bivouac près de la grande rivière. « Je vais devoir remplir nos tonneaux avant que nous n'entrions dans les terres arides. » Marie hocha la tête, occupée à préparer un ragoût simple sur le feu de camp. Espérance était assise non loin, tressant un petit panier avec des roseaux de rivière qu'une des autres femmes du convoi lui avait appris à préparer. « Sois prudent, » avertit Marie alors que Jean rassemblait les tonneaux. « Le courant semble fort. »« Je resterai dans les hauts fonds, » rassura Jean avec un sourire. Alors qu'il se dirigeait vers la rivière, Espérance arrêta soudain son tressage, la tête penchée, comme si elle écoutait quelque chose de lointain. Marie avait déjà remarqué ce comportement auparavant, une conscience aiguë qui frisait parfois l'étrange.
Qu'y a-t-il, Espérance demanda Marie. La fillette se leva, ses yeux fixés sur la ligne d'arbres de l'autre côté de la rivière. Des gens regardent, dit-elle simplement. Marie sentit un frisson la parcourir malgré la chaleur de la soirée. Jean, appela-t-elle, plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Il se retourna instantanément, alerté par son ton. Qu'est-ce qui ne va pas ? Avant qu'elle ne puisse répondre, Espérance pointa le doigt vers l'autre rive. Apache ! Jean scruta la lisière des arbres, sa main se déplaçant instinctivement vers le fusil en bandoulière sur son dos. Je ne vois rien, dit-il, mais sa posture restait tendue. Marie attira Espérance contre elle. En es-tu certaine ? Demanda-t-elle à l'enfant. Espérance hocha la tête gravement. Comme mon ancienne famille. C'était la première fois qu'elle faisait directement référence à son passé, et Marie échangea un regard lourd de sens avec Jean. Au fil des mois, ils avaient soigneusement évité de presser Espérance de questions sur ses origines, lui permettant de ne partager que ce qu'elle se sentait prête à révéler. Cette nuit-là, Jean prit le premier tour de garde tandis que les autres hommes du petit convoi faisaient de même, alternant les responsabilités. Marie restait éveillée dans leur chariot, Espérance dormant profondément à ses côtés. Est-ce que cela pourrait vraiment être son peuple ? Chuchota Marie pour elle-même en caressant les cheveux noirs d'Espérance. Cette pensée apportait à la fois la peur et un sens complexe du devoir. Si la vraie famille d'Espérance les avait suivis jusqu'ici, avait-il le droit de la garder ? Vers l'aube, alors que Marie avait enfin sombré dans un sommeil agité, elle fut réveillée par la main urgente de Jean sur son épaule. « Quelqu'un approche du camp », chuchota-t-il. « Un cavalier solitaire, un natif. » Marie se redressa brusquement, le cœur battant à tout rompre. « Espérance ?» « Elle dort encore, l'assura Jean. « Reste ici avec elle, je vais rejoindre les autres. » Marie hocha la tête. Mais dès que Jean eut quitté le chariot, elle réveilla doucement Espérance. « Mon cœur, j'ai besoin que tu sois très calme. Peux-tu faire ça pour moi ?» Les yeux d'Espérance s'ouvrirent immédiatement, totalement alerte d'une manière qui surprenait encore parfois Marie. L'enfant hocha la tête puis chuchota. « Est-ce mon oncle ?» Marie la fixa stupéfaite. « Ton oncle ? Tu te souviens de lui ?» Espérance acquiesça de nouveau. « Il a une cicatrice, dit-elle en traçant une ligne imaginaire allant de son œil à sa mâchoire. C'est lui qui m'a donné à vous quand j'étais malade. » Cette révélation laissa Marie sans voix. Durant tout ce temps, Espérance savait qui l'avait déposé devant leur porte, mais n'en avait jamais parlé. Avant que Marie ne puisse poser d'autres questions, des voix s'élevèrent près du chariot, celle de Jean dominant les autres. « Marie !» appela-t-il doucement. « Peux-tu sortir et amener Espérance ?» Le cœur serré par l'appréhension, Marie aida la petite à s'habiller rapidement, puis la souleva dans ses bras avant de descendre du chariot. Dans la lumière grise de l'aube, elle vit Jean debout avec les autres hommes du convoi, face à un grand homme au teint cuivré monté sur un cheval pie. Le visage de l'étranger portait exactement la cicatrice qu'Espérance avait décrite. Ses yeux, sombres et perçants, passèrent de Jean à Marie, puis se fixèrent sur Espérance avec une intensité qui poussa Marie à resserrer instinctivement son étreinte sur l'enfant. « Voici 2 faucons, présenta Jean. Il dit être l'oncle d'Espérance, le frère de sa mère. 2 faucons s'exprima dans un français lourdement accentué, mais clair. Le nom de l'enfant est Aponie, papillon magnifique. Elle est la fille de ma sœur, morte lorsque les soldats ont attaqué notre camp près des montagnes jaunes. Espérance, ou Aponie, remua dans les bras de Marie, son petit corps se penchant vers le cavalier. « Oncle » dit-elle distinctement. Elle prononça ensuite plusieurs mots dans une langue gutturale et chantante que Marie ne pouvait comprendre. 2 faucons répondit dans le même dialecte, son expression sévère s'adoucissant légèrement alors qu'il s'adressait à l'enfant. Puis, il reporta son attention sur Jean et Marie. « Je l'ai laissée avec vous parce qu'elle se mourait. Je ne pouvais pas la soigner alors que nous étions traqués comme des bêtes. J'ai observé votre ferme pendant plusieurs jours avant cela. » Il marqua une pause, son regard plongeant dans celui de Marie. « J'ai vu comment vous avez mis en terre votre propre enfant. J'ai su alors que vous n'en laisseriez pas mourir une autre. » Marie sentit les larmes lui monter aux yeux aux paroles de cet homme,
réalisant qu'il avait été témoin de leur deuil le plus intime et qu'il avait fondé sa décision sur cette douleur partagée. « Vous nous avez suivis tout ce temps ?» demanda Jean. Deux Faucons acquiesça une fois. « J'ai suivi. D'autres de notre clan sont partis vers le nord, vers le Canada. Je ne pouvais pas abandonner la fille de ma sœur. »« Pourquoi se montrer maintenant ?» demanda avec suspicion l'un des autres hommes du convoi. « Parce que vous entrez en territoire dangereux, » répondit Deux Faucons sans se démonter. « Les autres tribus ici ne sont amicales ni envers les colons blancs, ni envers les Apaches. Mais je connais les sentiers sûrs. » Un silence inconfortable tomba sur le groupe. Marie pouvait sentir le poids du jugement des autres familles, les questions inexprimées sur leur attachement à une enfant autochtone. Jean s'éclaircit la gorge. « Que proposez-vous ? » « Je guiderai vos chariots en sécurité à travers le pays de la rivière aux serpents, » déclara Deux Faucons. « En retour, vous continuez à prendre soin d'Aponie jusqu'à ce que nous atteignions les terres de l'Ouest. Là-bas, vous déciderez. »« Décidez quoi ?» demanda Marie, retrouvant enfin sa voix. Deux Faucons la regardaient droit dans les yeux. « Décidez si elle reste avec vous ou si elle vient avec moi pour rejoindre ce qu'il reste de notre peuple dans le nord. » Marie eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. La simple pensée de renoncer à Espérance lui envoya une douleur physique en pleine poitrine. Elle baissa les yeux vers l'enfant dans ses bras, qui observait son oncle avec un mélange complexe de reconnaissance et d'incertitude. « Nous devons en discuter, » dit fermement Jean en venant se placer aux côtés de Marie. Deux Faucons inclina la tête. « Je reviendrai à midi pour votre réponse. » Sur ce, il fit tourner son cheval et repartit vers la lisière de la forêt, disparaissant aussi silencieusement qu'il était apparu. Les autres familles entamèrent immédiatement des discussions inquiètes, s'éloignant pour laisser un peu d'intimité à Jean et Marie. « Jean, » commença Marie, la voix tremblante. Il posa une main douce sur la tête d'Espérance. « Parlons à l'intérieur du chariot, » suggéra-t-il calmement. Une fois à l'abri des regards, Espérance s'assit entre eux, son petit visage solennel alors qu'elle les regardait tour à tour. « Savais-tu que ton oncle nous suivait ?» lui demanda doucement Jean. Espérance hocha la tête. « Parfois, je le vois aussi me regarder dans mes rêves. » Marie prit une inspiration tremblante. « Veux-tu partir avec lui, Espérance ? Ou devrais-je t'appeler Aponie ?» L'enfant resta silencieuse un long moment, puis déclara « Mes deux noms sont bons. » Elle posa une main sur le bras de Marie et l'autre sur celui de Jean. « Mes deux familles aussi. » Les yeux de Jean rencontrèrent ceux de Marie au-dessus de la tête d'Espérance, et elle y lut le même conflit qui la déchirait. L'amour pour cet enfant en guerre contre le savoir qu'il n'avait aucun droit légitime sur elle. « Ton oncle dit que nous devrons décider une fois arrivés dans l'Ouest, » dit Jean avec précaution. « Cela nous donne du temps pour réfléchir, et pour que tu réfléchisses aussi. » Espérance hocha la tête avec gravité, semblant comprendre tout le poids de ce qui se discutait. Plus tard, ce jour-là, Deux Faucons revint comme promis. Jean, après avoir consulté les autres familles, accepta son offre de guidage. L'Apache gardait ses distances avec les colons, mais chevauchait en éclaireur pour le convoi, identifiant les gués sûrs et avertissant des dangers potentiels. Chaque soir, il passait un moment avec Espérance, lui parlant dans leur langue natale, lui apprenant des chants et des histoires. Avec un pincement au cœur, Marie réalisa que c'était là l'héritage de naissance de l'enfant, des choses qu'elle et Jean ne pourraient jamais lui offrir. Alors qu'il traversait ces paysages d'austère, Marie se surprenait à observer ces interactions avec un sentiment croissant d'inéluctabilité. Le lien entre Espérance et son oncle était indéniable, une connexion de sang et d'histoire commune qui transcendait le jeune âge de la fillette. Une nuit, alors qu'Espérance dormait, Marie confessa ses peurs à Jean. « Nous allons la perdre, n'est-ce pas ?» Le bras de Jean se resserra autour de ses épaules. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais nous devons considérer ce qui est le mieux pour elle, pas juste ce que nous voulons. »« Est-ce le mieux pour elle de retourner à une vie de fuite et de cachette ?» demanda Marie, posant la question qui la hantait. « Nous pouvons lui offrir la sécurité, une éducation, un foyer stable. Et Deux Faucons peut lui offrir son héritage, sa langue, les voix de son peuple, » contra doucement Jean. Des choses que ces écoles du gouvernement essaient d'effacer. Marie resta silencieuse un long moment. « Je ne pense pas pouvoir supporter de perdre une autre enfant, Jean. » Il embrassa doucement son front. « Je sais, mais nous devons nous rappeler qu'elle ne nous a jamais vraiment appartenu.
Elle est venue à nous quand elle avait le plus besoin de nous. Peut-être que ce temps touche à sa fin. Lorsque Marie sombra enfin dans le sommeil cette nuit-là, elle rêva d'Élisabeth et d'Espérance jouant ensemble dans un champ inondé de soleil. Deux sœurs de mondes différents, toutes deux également aimées, toutes deux ses filles dans son cœur, sinon par le sang. La vallée verte s'étendait devant eux comme une terre promise, luxuriante et vivante, après la piste poussiéreuse qu'ils avaient parcourue. Cela faisait 2 semaines que 2 faucons avaient rejoint leur caravane, les guidant sans encombre à travers des territoires qui, autrement, se seraient révélés traîtres. Maintenant, alors qu'ils établissaient leur dernier campement avant d'atteindre la colonie où le frère de Jean les attendait, Marie sentait le temps lui glisser entre les doigts bien trop vite. « C'est magnifique », dit-elle doucement à Espérance qui se tenait à ses côtés, contemplant la vallée en contrebas. Ton oncle dit que c'était autrefois un terrain de chasse pour de nombreuses tribus. Espérance hocha la tête, sa main reposant confortablement dans celle de Marie. À près de 6 ans maintenant, elle avait grandi durant leur voyage, son visage perdant un peu de ses rondeurs de bébé pour laisser entrevoir la jeune fille qu'elle deviendrait. Parfois, lorsque Marie la regardait, elle entrevoyait la jeune femme qu'Espérance deviendrait un jour, forte, intelligente, une âme tissée de 2 étoffes distinctes. Marie, dit Espérance. Elle n'avait jamais adopté les termes de maman ou papa, une retenue que Marie avait autrefois trouvée douloureuse, mais qu'elle comprenait désormais comme une preuve de l'honnêteté innée de l'enfant. « Seras-tu triste si je pars avec oncle ?» La franchise de la question coupa le souffle de Marie. Elles avaient soigneusement évité d'aborder le choix qui planait au-dessus de leur tête comme un orage d'été, menaçant d'éclater à tout moment. Marie s'agenouilla pour plonger son regard dans les yeux sombres de la fillette. « Oui, » répondit-elle avec vérité, « je serai très triste. Mais je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, même si cela doit me briser le cœur. » Espérance considéra ces mots avec le sérieux qui la caractérisait. « Et si je reste avec vous, alors je serai très heureuse, dit-elle. Mais je voudrais que tu saches des choses sur mon peuple, sur ma vraie famille. Je ne voudrais pas oublier. » La petite main d'Espérance s'éleva pour effleurer la joue de Marie, un geste d'une tendresse surprenante. « Je me souviens de ma mère, » murmura-t-elle. « Elle me chantait des chansons, comme toi. Des airs différents, mais le même amour. » Marie ne put retenir les larmes qui roulèrent sur ses joues. De l'autre côté du campement, Jean observait la scène, le cœur lourd de la décision qui les attendait. 2 faucons s'approcha pour se tenir à ses côtés, sa présence aussi silencieuse et solide qu'un chêne centenaire. « Ta femme a un cœur noble, » observa l'Apache. « Elle aime Apponie comme sa propre chair, » acquiesça Jean. « Nous l'aimons tous les deux. » 2 faucons garda le silence un instant, puis déclara « J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui est bon pour l'enfant de ma sœur. »« Et qu'avez-vous décidé ?» demanda Jean en se tournant pour lui faire face. « Ce n'est pas à moi seul de décider, » répondit 2 faucons. « L'enfant doit avoir une voix. Toi et ta femme devez avoir une voix. Les esprits doivent être consultés. » Plus tard dans la soirée, après que les autres familles se furent retirées dans leurs chariots, 2 faucons alluma un petit feu à l'écart du camp principal et invita Jean, Marie et Espérance à le rejoindre. Il sortit une petite bourse de cuir dont il saupoudra le contenu sur les flammes, emplissant l'air d'une odeur douce et terreuse, de sauge et de cèdre. « Nous nous parlerons avec vérité ce soir, » expliqua-t-il, « et nous écouterons ce que le Créateur dit à nos cœurs. » Espérance s'assit entre Marie et Jean, faisant face à son oncle de l'autre côté du foyer. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur leurs visages alors que 2 faucons prenaient la parole. « Quand ma sœur est morte, ses derniers mots furent pour sa fille, » dit-il, les yeux rivés sur Espérance. Elle a dit « Que Apponie trouve de bonnes gens qui l'aideront à grandir forte. » Je n'ai pas compris alors. Je pensais que seul notre peuple pouvait l'élever dignement. Il marqua une pause, la lueur du feu se reflétant dans ses yeux noirs. Quand Apponie est tombée malade, j'ai cru que c'était un signe. J'avais entendu parler d'une famille blanche qui avait perdu son propre enfant. Je vous ai observé, j'ai vu la bonté. Alors je vous l'ai amené, pensant que le Créateur me montrait une solution temporaire. Marie écoutait intensément, sa main cherchant inconsciemment celle plus petite d'Espérance. Je prévoyais de revenir quand elle serait guérie,
pour l'emmener au nord, rejoindre ce qui reste de notre clan, poursuivit Deux Faucons. Mais chaque fois que je m'approchais, je voyais comment elle s'épanouissait avec vous, comment elle apprenait à être à la fois forte et douce. Il regarda directement Espérance maintenant. Apony, tu as 2 sentiers devant toi. Avec ta famille blanche, tu auras la sécurité. Tu apprendras les voies qui régissent maintenant cette terre. Avec moi, tu apprendras les voies de nos ancêtres, la langue de ta mère, les histoires de notre peuple. Les 2 chemins ont de la valeur. Les 2 comportent des épreuves. La prise d'Espérance sur la main de Marie se resserra. « Ne puis-je pas marcher sur les 2 sentiers ?» demanda-t-elle, sa voix petite mais claire. Deux Faucons étudia sa nièce pensivement. « La route de l'homme blanc et la route de l'Apache courent rarement côte à côte, dit-il. Mais peut-être. » Il se tut, fixant le feu comme s'il cherchait des réponses dans ses profondeurs. Finalement, il leva les yeux vers Jean et Marie. « J'ai une proposition, dit-il. Une proposition qui exige beaucoup de nous tous. » Le lendemain matin, alors que le convoi se préparait pour la dernière étape de leur voyage, Marie et Jean réunirent les autres familles pour expliquer la décision qui avait été prise. « Deux Faucons a accepté de nous guider en sécurité jusqu'à la colonie, commença Jean. Après cela, il prévoit d'établir un campement dans les contreforts à l'est, où quelques autres familles apaches fuyant vers le nord se sont déjà rassemblées. Marie s'avança, tenant fermement la main d'Espérance. « Espérance, Apony continuera de vivre avec nous, dit-elle, la voix stable malgré l'émotion. Mais elle passera aussi du temps avec son oncle et son peuple pour apprendre leurs coutumes et leur sagesse. » Des murmures parcoururent le groupe de colons, certains désapprobateurs, d'autres curieux. « Êtes-vous certain que c'est sage ?» demanda l'un des hommes. « L'enfant devrait être l'une ou l'autre chose, pas coincé entre 2 mondes. » Ce fut Espérance elle-même qui répondit, sa voix claire réduisant les adultes au silence. « Je suis déjà les 2, dit-elle simplement. Comme la rivière qui coule entre les montagnes, je peux porter les 2 eaux. » Deux Faucons, qui écoutaient silencieusement, hocha la tête en signe d'approbation devant les mots de l'enfant. 3 jours plus tard, ils atteignirent la colonie où Jacques, le frère de Jean, les accueillit chaleureusement. Bien que son expression trahît sa surprise à la vue d'Espérance, et plus encore à celle du guerrier apache qui les accompagnait, l'hospitalité fut offerte. Ce soir-là, après que les explications furent données et les plans discutés, Marie se retrouva seule avec Espérance dans la petite cabane en rondin que Jacques avait préparée pour eux. La fillette arrangeait soigneusement ses quelques possessions, la poupée que Jean avait sculptée, le panier qu'elle avait tressé, une petite bourse de pierres et de plumes collectées durant leur voyage. « Es-tu heureuse de notre décision ?» lui demanda Marie, encore incertaine malgré l'accord conclu. Espérance leva ses yeux sérieux. « Oui, dit-elle. Oncle dit que je suis un pont. » « Un pont ?» Espérance hocha la tête. « Une personne qui peut marcher dans les 2 mondes et aider les autres à traverser. Il dit que c'est rare et important. » Marie s'assit près d'elle sur le lit étroit. « Ton oncle est un homme sage. »« Il dit que toi et Jean êtes sages aussi, » répondit Espérance. « Il dit que c'est pour cela que le Créateur l'a guidé à votre porte cette nuit-là. » Marie sentit les larmes menacer de nouveau. Il lui semblait avoir pleuré davantage ces dernières semaines que durant tous les mois suivant la mort d'Élisabeth. Mais c'étaient des larmes différentes, complexes, mêlant joie et chagrin, perte et découverte. « Demain, tu iras avec ton oncle pour la première fois, » dit Marie, s'efforçant de garder une voix égale. « As-tu peur ?» Espérance réfléchit à la question. « Un peu, » admit-elle. « Mais oncle dit que la peur n'est que l'ombre projetée par le courage. Là où est l'une, l'autre est proche. » Marie sourit à travers ses larmes devant la sagesse de l'enfant. « Alors nous serons tous courageux ensemble, » dit-elle en attirant Espérance dans une douce étreinte. Plus tard cette nuit-là, quand Espérance fut endormie, Marie rejoignit Jean à l'extérieur. Il se tenait là, contemplant la voûte céleste. « Faisons-nous la bonne chose ?» demanda-t-elle, faisant écho à la question qu'elle avait posée des mois plus tôt, quand l'enfant était entré dans leur vie. Le bras de Jean entoura ses épaules. « Je crois que oui, dit-il. Ce ne sera pas facile. Il y aura des gens pour ne pas comprendre, pour désapprouver. Mais Espérance mérite de connaître tout ce qu'elle est. » Marie s'appuya contre sa force tranquille. Quand Deux Faucons a suggéré cet arrangement, j'ai eu peur.
peur que ce ne soit qu'un moyen de nous la reprendre complètement, petit à petit. Je me suis posé la même question, admit Jean, mais j'en suis venu à croire qu'il veut sincèrement ce qu'il y a de mieux pour elle. Et il a raison. Elle sera peut-être un jour un lien entre nos peuples, d'une manière que nous ne pouvons imaginer aujourd'hui. Les pensées de Marie se tournèrent vers Élisabeth, comme souvent dans les moments de calme. Penses-tu qu'Élisabeth aurait compris de partager sa maison, ses affaires, ses parents avec Espérance? Jean resta silencieux un moment. Je pense qu'elle aurait adoré avoir une sœur, dit-il, répétant les mots de Marie prononcés des mois auparavant. Et je pense qu'elle aurait compris que l'amour ne diminue pas quand on le partage, il se multiplie. Alors qu'ils se tenaient ensemble sous le vaste ciel de l'Ouest, Marie sentit une paix profonde s'installer en elle. Le voyage avait été long, rempli de pertes et de joies inattendues, de deuil et de nouveaux desseins. Demain apporterait de nouveaux défis, alors qu'il commencerait cet arrangement inhabituel, cette éducation partagée d'une enfant entre deux mondes radicalement différents. Mais ce soir, en cet instant, Marie savait avec certitude qu'Espérance portait bien son nom. Elle avait ramené l'espoir dans leur vie quand ils le croyaient perdu à jamais. Et maintenant, ensemble, ils allaient bâtir quelque chose de nouveau, une famille définie non par le sang ou les conventions, mais par l'amour et le courage de forger un chemin différent. « Élisabeth sera toujours notre fille », chuchota Marie. Et maintenant, d'une manière différente, Espérance l'est aussi. Jean hocha la tête, ses yeux reflétant la lumière des étoiles. « 2 filles, approuva-t-il, l'une veillant sur nous depuis là-haut, l'autre grandissant sous nos yeux. Toutes 2 précieuses au-delà de toute mesure. » Et à cet instant, sous les étoiles infinies, le passé et l'avenir semblèrent se rencontrer. Le chagrin et la joie, la perte et la découverte, la fin et le commencement, tous tissés ensemble dans la tapisserie complexe de leur vie.